relatif revenu sur l'esplanade du Mont du Temple à Jérusalem après les violences de ces derniers jours. Netanyahou annonce une guerre sans merci contre les lanceurs de pierres après la mort d'un Israélien à Jérusalem avant-hier soir. La Croatie devient le nouveau point de passage des réfugiés en Europe après la fermeture des frontières. Des incidents violents viennent de se produire justement à la frontière hongroise. Et puis l'Allemagne et la France annoncent qu'elles pourraient à leur tour rétablir des contrôles aux frontières. La France qui va entamer ses premières frappes en Syrie contre l'État islamique dans les semaines qui viennent. Netanyahou, lui, va discuter en direct avec Poutine de la présence militaire russe sur le sol syrien. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir, la tension a donc baissé d'un cran sur le mont du Temple à Jérusalem depuis ce matin, après plusieurs jours de violence et d'affrontements. Retour à un calme relatif, même si en cette période de fête religieuse, le lieu va rester particulièrement sensible. Reportage sur place, Mathias Inbar. Jérusalem a mal à la tête, mais n'est pas malade. C'est ainsi que les policiers positionnés aux quatre coins de la vieille ville de la capitale nous expliquent ces 3 derniers jours de violence. Et même si la tension semble retomber d'un cran, elle reste palpable. Notre objectif pour le moment est d'empêcher des incidents sécuritaires, que ce soit dans la vieille ville ou dans les quartiers arabes comme Issaouia, Silvan, Wadi Joz et Ras El Hamoud, et ce afin de faire retomber la tension autour du mont du Temple. À l'image de ces nombreux points de contrôle installés aux abords de l'accès de l'esplanade des mosquées du mont du Temple, dans le même temps, des patrouilles au sol sillonnent ces rues étroites. Aucun contact entre les deux parties. Résultat, les discussions en arabe entre policiers et palestiniens sont ici particulièrement rares. Les jeunes palestiniens disent eux être prêts à continuer jusqu'au bout, ce qu'ils qualifient de combat pour Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa appartient aux musulmans. Nous sommes là pour la protéger afin que les colons n'y pénètrent pas. Je répète, elle est à nous et pas à eux. On ne restera pas en attendant les mains croisées. Les visites de juifs religieux sur le mont du Temple n'ont déclenché ce mercredi aucune réaction violente, y compris celle de Yehuda Glick, le chef de file de ses fidèles. Et même si ces 3 derniers jours de violence ne marquent pas l'empreinte d'une 3e intifada, selon la police israélienne, les signes ne trompent pas et inquiètent. Des engins explosifs artisanaux ont été découverts dans un appartement dans le quartier de Silwan, prêts à être acheminés vers l'esplanade des mosquées. Benjamin Netanyahou a déclaré que des peines minimales seront prises à l'encontre des lanceurs de pierres. C'est d'ailleurs le nom du Premier ministre israélien qui est insulté par ces manifestantes. Des rumeurs sur sa visite en vieille ville de Jérusalem auraient déclenché des mouvements de foule. C'est au cri de les Juifs dehors de Jérusalem. Jérusalem est aux Palestiniens que tous les matins ces femmes crient à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem et s'en prennent régulièrement aux forces de l'ordre. Des affrontements d'ailleurs quasi quotidiens entre les jeunes Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes ici au cœur de la vieille ville de Jérusalem. Alors, ce n'est pas la première fois, évidemment, que de telles tensions se produisent. On va en parler avec vous, Avi Pazner. Bonsoir, ambassadeur d'Israël. C'est vrai qu'on touche là un point très sensible. Comment est-ce qu'on peut éviter, justement, ce genre de situation? Est-ce qu'il y a, finalement, il faudra vivre avec cela aussi longtemps qu'il y aura, évidemment, Israéliens et Palestiniens à Jérusalem? Oui, mais on peut quand même éviter des confrontations comme il y en a eu dernièrement si on observe le statu quo. Et il y a un statu quo qui est observé depuis plus de 40 ans et qu'il faut continuer, à mon avis. C'est-à-dire que chacun prie dans ses lieux de prière. Okay? Les Juifs prient au mur de lamentation, les musulmans prient à Al-Aqsa et les chrétiens au Saint-Sépulcre. Alors, ça n'exclut pas de visites d'Israéliens sur le mont du Temple. Ce qui s'est passé ce week-end. Hein? Oui, ouais. Mais il y a aussi eu des Juifs qui ont essayé de prier sur le mont du Temple. Et ça, à mon avis, c'est d'ailleurs interdit d'après le rabbinat. Les grands rabbins d'Israël ont décrété fermement que les Juifs n'ont pas le droit de prier sur le mont de l'Esplanade, car il
il peut être sur le saint, il peut prier sur le saint des saints, ce qui est interdit complètement. Mais il y a quand même certains courants qui veulent changer le statu quo et démontrer qu'on peut prier sur le mont du Temple. À mon avis, c'est une erreur. Okay? La visite du ministre Uri Ariel sur le mont du Temple est une erreur. C'est une visite politique, c'est une démonstration, c'est une erreur. En même temps, Israël se doit de laisser ses citoyens qui veulent visiter partout où c'est possible le droit de le faire. Donc il y a une balance qui est respectée pendant la plus grande partie de l'année. Quand est-ce que ça devient vraiment sensible? Durant la période des fêtes ou musulmanes, voire Ramadan, ou les fêtes juives, où ces deux courants, des fois, se trouvent en conflit. Il nous faut faire tout notre possible pour maintenir un status quo et une complète liberté de culte de toutes les religions à Jérusalem. Il n'y a aucune chance que le gouvernement, qui est très à droite, le gouvernement Netanyahou, ne change les règles qui existent depuis, on le sait, 67, depuis la guerre des 6 jours. Ça va rester? Ça va rester. Netanyahou l'a dit. Je crois qu'il l'a répété même aujourd'hui. Qu'il va maintenir le statu quo parce que c'est tellement compliqué, et c'est tellement explosif. C'est un des points les plus névralgiques du monde, Chaque provocation d'une part ou d'autre, chaque querelle, petite ou grande, risque l'explosion. Regardez ce qui s'est passé avec le roi Abdallah, qui est le gardien des lieux saints de Jérusalem. À peine y a-t-il eu quelques lancements de pierres, quelques interventions policières, que le roi Abdallah a déjà menacé de prendre des actions diplomatiques ou légales contre Israël. Il faut faire très attention. Et si on a réussi pendant maintenant 40-45 ans à maintenir un certain status quo et à maintenir une tranquillité à Jérusalem, ce qui n'est pas facile, je crois qu'il faut continuer dans ce sens, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être plus ferme avec ceux qui lancent des pierres ou des cocktails Molotov ou qui créent, parce qu'il y a aussi une incitation, il faut le savoir, une incitation de la part de l'autorité palestinienne, Dès qu'il y a quelque chose sur Al-Aqsa, il y a même des images truquées sur la télévision palestinienne où on voit de la fumée monter d'Al-Aqsa, personne ne l'a vu à Jérusalem. Donc il faut être très prudent, il faut être très intelligent, et ne rien faire qui puisse donner lieu à une explosion qui risque de faire d'un conflit qui est un conflit national un conflit religieux. Alors vous parliez des initiatives diplomatiques de la Jordanie. Ce soir, le roi Abdallah a téléphoné à François Hollande qui, lui, fait part de sa très vive préoccupation suite aux événements qui viennent de se dérouler. Ça a une résonance dans le monde entier. Ça peut donc aller jusqu'à l'Élysée, là, ce soir. C'est allé jusqu'à l'Élysée. J'espère que François Hollande aura saisi l'occasion pour calmer le roi Abdallah, parce que, comme vous le savez, les relations entre la Jordanie et Israël, elles sont bonnes. Je pourrais même dire elles sont intenses, même si elles ne sont pas très publiques. Il ne faut pas que ces relations soient affectées par ce qui se passe. Rappelez-vous, Jean-Charles, il y a 6 ou 7 mois, la Jordanie avait rappelé son ambassadeur d'Israël en consultation, et pendant 2-3 mois, on est resté sans ambassadeur jordanien. C'est pas bon. Alors j'espère que François Hollande saura calmer le roi Abdallah. D'ailleurs, c'est ce que Netanyahou essaye de faire, par des déclarations publiques, mais aussi par d'autres matières. Je crois que si on maintient, comme je vous l'ai dit au début de notre conversation, si l'on maintient scrupuleusement le statu quo, chaque religion aura sa part, et il y aura une tranquillité relative sur le mont du Temple. Si on veut résumer les propositions de Netanyahou, ensuite on ira retrouver Daniel Haïk en direct de Jérusalem. Avi Pazner, il s'agit donc aujourd'hui d'augmenter, on va dire, les peines qui seront demandées contre ces lanceurs de pierres, et puis surtout d'autoriser les forces de l'ordre à faire usage de leurs armes plus rapidement face à ce type de menaces qui sont des attentats. Est-ce qu'Israël a raison de répliquer à ce type de menaces qui sont devenues courantes aujourd'hui? A raison de répliquer, absolument. Même si peut-être j'ai mes réserves sur certaines des mesures proposées. Par exemple, l'emploi d'armes à feu peut être problématique, du point de vue légal, peut être problématique. Mais certainement,
avoir une peine minimum pour les lanceurs de pierres ou pire, les lanceurs de cocktails Molotov. Vous savez que moi-même, quand j'habitais Jérusalem, j'ai fait l'expérience. C'est effrayant. C'est pas des pierres, c'est des trucs comme ça. Une voiture, quand elle reçoit ça, elle tremble. C'est effrayant. Donc il faut absolument prendre les mesures nécessaires. Je crois infliger une peine minimum. Ça, c'est très important. Okay? Parce que quand les lanceurs de pierres sont traduits devant le tribunal, des fois ils reçoivent des amendes ou bien quelques jours de prison. Non. Il faut de la prison ferme pour justement éviter, pour avoir une arme contre les lanceurs de pierres. Il y a une maison à Jérusalem, j'ai justement entendu, qui a reçu 17 cocktails Molotov en 3 jours. C'est incroyable. Il faut rétablir l'ordre. Alors, je suis complètement d'accord. Il faut prendre des mesures très fermes. Il faut faire très attention à quelles mesures on prend. Il faut rester dans la légalité. C'est important aussi du point de vue de l'image d'Israël pour qu'on ne dise pas « Ah oui, les Palestiniens lancent des pierres, vous leur tirez dessus ». On a vu ça dans les premières et deuxièmes intifadas. C'est pas bon. Mais on peut régler le problème avec une sévérité pénale et aussi des amendes pour les parents de ces jeunes. Beaucoup sont mineurs. Si le prix est fort, croyez-moi, les parents interviendront. Je crois que Netanyahu a raison sur la politique. Il faut faire du fine-tuning sur les mesures à prendre. Merci Avi Pazner, ambassadeur d'Israël. On va justement revenir sur ce drame d'avant-hier soir, la mort de cet Israélien d'une 50aine d'années, victime d'un jet de pierre alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture. Ces obsèques ont eu lieu tout à l'heure à Jérusalem. Vous voyez sur ces images où plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies pour un dernier hommage à cette victime d'un jet de pierre, victime dont Netanyahou a évoqué aujourd'hui la mémoire pour lancer ces mesures qu'il veut spectaculaires pour enrayer ce phénomène de jet de pierre. On va aller justement à Jérusalem où Daniel Haïk est justement à l'endroit où s'est produit, dans le quartier où s'est produit cette attaque. Daniel, ce sont des attaques qui sont quasi quotidiennes et qui peuvent tourner au drame comme cela s'est passé cette fois-là. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Charles. Nous ne sommes pas dans le quartier d'Armon Hanatziv où s'est produit effectivement ce drame lors de la soirée du Nouvel An hébraïque, mais nous sommes dans le quartier de Ras El Hamoud, dans l'est de Jérusalem, un des quartiers où l'on peut palper véritablement la tension entre forces de sécurité et population palestinienne, une tension qui est palpable effectivement dans l'ensemble des quartiers arabes de la partie est de Jérusalem, mais une tension qui effectivement est également palpable depuis plusieurs mois dans certains quartiers juifs de l'est de la capitale, comme justement le quartier d'Armon Hanatziv où s'est produit donc ce drame dimanche soir lorsque des pierres ont été jetées par des Palestiniens en direction du véhicule d'Alexandre Levovitz qui a succombé donc à ses blessures après un accident. Et donc finalement effectivement dans ce quartier d'Armon Hanatziv qui est on pourrait dire imbriqué entre deux villages arabes, le visage de Jebel Moukaber et de Tsour Bacher, et bien dans ce quartier, eh bien on ressent depuis plus d'un an, disent les habitants, depuis l'assassinat de Mohamed Abourder en juillet, il y a un peu plus d'un an, on ressent très nettement cette tension, on ressent de la part de la population arabe, de la population palestinienne voisine qui jusque-là vivait en coexistence relativement paisible et pacifique avec les 10 000 habitants de ce quartier de Armon Hanatziv. Eh bien on a senti une augmentation de la tension, une volonté de durcir et une multiplication des jets de pierre et des jets de bouteilles incendiaires en direction de la population israélienne. On se sent de moins en moins en sécurité, on nous ont dit des habitants de ce quartier, et ils demandent justement à Binyamin Netanyahou, ils demandent au gouvernement que des mesures soient prises pour justement dissuader les lanceurs de pierre. Ils affirment selon eux qu'il ne s'agit pas d'actes
d'isoler ces jets de pierre, mais que tout est bien programmé, que cela se déroule selon un ordre extrêmement précis. Et ils affirment que ce sont des jeunes Palestiniens qui reçoivent leurs ordres d'imams qui incitent à la haine et à la violence dans les mosquées le vendredi. Alors Daniel, il y a ces mesures spectaculaires annoncées par Benyamin Netanyahou pour justement déclarer une guerre désormais à ces lanceurs de pierre. Oui, alors Benyamin Netanyahou a été très ferme. Il s'est rendu dans la journée dans ce quartier d'Armon Hanatziv, là où a été assassiné Alexandre Levlovitz, et il a donc annoncé toute une série de mesures visant à durcir de manière considérable les peines de prison de ceux qui seraient reconnus coupables de jets de pierre et de jets de bouteilles incendiaires. Par exemple, également aussi d'augmenter les amendes dont les parents que devraient payer les parents des enfants palestiniens qui jetteraient des pierres en direction de la population palestinienne et de la population israélienne, et puis également une modification des ordres d'ouverture de tir. On a beaucoup estimé au cours des derniers jours et des dernières semaines dans la population juive de la capitale qu'il y avait des ordres d'ouverture de feu relativement trop conciliants, trop cléments envers certains émeutiers palestiniens, et donc on veut modifier, Benyamin Netanyahou veut modifier ces ordres d'ouverture de tir. Il a même été question que Benyamin Netanyahou demande au conseiller juridique du gouvernement la possibilité de donner à des tireurs d'élite des ordres de tir de coups de semonce pour essayer de dissuader des lanceurs de pierres et de bouteilles incendiaires. Le tout, pour Benyamin Netanyahou, ce phénomène est inacceptable, et il l'a dit, il n'est pas inacceptable seulement dans la capitale d'Israël, à Jérusalem, mais également dans l'ensemble du territoire israélien, en particulier dans le nord en Galilée et dans le sud, dans le Negev, où se sont déjà produits ce genre de situation également. Merci Daniel Haïk, donc en direct de Jérusalem. Et dans ce contexte donc de tension, eh bien, l'arrestation de nouveau de cet avocat palestinien Mohamed Allan, qui avait arrêté sa grève de la faim après plus de 2 mois pour protester contre sa mise en détention sans charge. C'est une affaire qui avait reçu un écho bien au-delà des frontières d'Israël ou des territoires palestiniens. Maxime Pérez, Alexandre Leduc. Le feuilleton Mohamed Allan n'est peut-être pas terminé. L'ancien prisonnier palestinien gréviste de la faim a été arrêté ce mercredi à sa sortie de l'hôpital Barzilai d'Ashkelon, un mois après la promesse de sa libération par Israël début novembre. À ce stade, rien n'indique que l'incarcération de Mohamed Allan sera prolongée au-delà de cette date, mais l'intéressé a de nouveau été placé en détention administrative, ce qui potentiellement peut le contraindre à passer les 6 prochains mois derrière les barreaux. En réaction, Mohamed Allan a immédiatement annoncé son intention de reprendre sa grève de la faim qu'il avait interrompue le mois dernier, après 65 jours passés sans s'alimenter et se soigner. Son combat l'avait plongé dans un état critique et la rue palestinienne s'était mobilisée pour exiger sa libération par Israël. Le 20 août dernier, la Cour suprême avait accepté la requête des avocats de Mohamed Allan qui exigeait sa libération pour des raisons médicales. Le gouvernement israélien a été contraint de céder, soucieux par ailleurs de ne pas donner de prétexte à une nouvelle escalade de violence. À Gaza, le djihad islamique avait menacé de reprendre ses tirs de roquettes si Mohamed Allan devait succomber à sa grève de la faim. L'Europe est-elle en train de fermer ses frontières aux migrants après avoir été submergée par une vague ces dernières semaines? La Hongrie, la Serbie et l'Allemagne qui rétablissent leur contrôle aux frontières ou érigent des barrières. Des incidents sérieux qui se sont produits tout à l'heure à la frontière hongroise pour empêcher donc les migrants de passer. Ces derniers auraient tenté de forcer une clôture de sécurité. Au moins 20 policiers hongrois ont été blessés. Désormais, c'est vers la Croatie que ces réfugiés se tournent pour tenter de rejoindre l'Europe de l'Ouest. Julia Ganancia. Les aspirants à l'exil cherchent une nouvelle voie pour entrer dans l'Union européenne. Après la fermeture totale par la Hongrie de sa frontière, plus de 350 migrants et réfugiés entrent en Croatie depuis la Serbie. Hommes, femmes et enfants passent la frontière au niveau de Tovarnik, dans le nord-est du pays, après avoir transité par la ville serbe de Sid, à 5 km de la frontière. On est venu en Croatie parce que la Hongrie a fermé ses frontières. On n'a pas le choix. On se sent pas bien, on est épuisé, on n'a pas d'eau, pas de nourriture et maintenant on ne sait pas ce qu'ils vont nous faire.
Une fois en Croatie, les migrants sont enregistrés puis transportés vers des centres d'accueil près de la capitale Zagreb. Le gouvernement croate est prêt à accueillir jusqu'à 1500 réfugiés par jour. Il se réunira à la fin de semaine pour évoquer la crise migratoire. En attendant, il a promis de permettre le passage sans encombre des migrants par son pays en direction de l'Europe occidentale. 4000 réfugiés sont attendus en Croatie dans les prochains jours. Ils pourront passer par la Croatie et nous travaillons à ce propos. Nous sommes prêts à accepter ces gens, quelle que soit leur religion et la couleur de leur peau, et à les diriger vers les destinations où ils souhaitent se rendre, l'Allemagne et la Scandinavie. La détermination des migrants met l'Europe à l'épreuve et Berlin semble à bout de patience face aux divergences au sein de l'Union européenne. Débordés par l'afflux de dizaines de milliers de réfugiés, l'Allemagne et l'Autriche ont renforcé leur contrôle à leurs frontières et la France n'exclut pas de faire de même. Quant à la barrière de sécurité hongroise, elle paraît plus que jamais hermétique. En conséquence, le parcours des migrants se redessine. C'est désormais la Croatie et la Slovénie qui risquent de voir transiter le flux de réfugiés. Alors on est en ligne avec Jean-Dominique Giuliani qui préside la fondation Robert Schuman qui évidemment étudie ce qui concerne l'Europe et l'Union européenne. Bonsoir. Alors ce soir on a bien l'impression qu'il y a une remise en cause un petit peu, en tout cas dans plusieurs pays, de ce fameux espace Schengen. Est-ce que pour vous c'est une erreur que commettent les pays européens aujourd'hui en rétablissant leur contrôle aux frontières, même provisoirement ? Écoutez, je crois que ce sont des mesures d'urgence qui sont nécessitées par des circonstances, parce que lorsque vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se mettent en marche, il faut quand même arriver à contrôler tout cela. Je souhaite que ce ne soit pas durable. Je pense que ça va obliger les Européens à une réaction un peu plus concertée et unie, et surtout à essayer de se pencher davantage sur les causes de ce mouvement migratoire, et l'appel d'air qui a été constitué par un premier mouvement généreux, en réalité, de vouloir les accueillir. Mais est-ce que ça marque l'échec de Schengen en termes de fonctionnement? Est-ce que pour vous, Schengen fonctionne bien tel qu'il est, ou est-ce qu'il faut revoir son mode de fonctionnement? Il faudrait les appliquer, parce que dans les accords de Schengen, doublés des accords de Dublin, ce sont les pays frontaliers de la frontière extérieure de l'Union européenne qui sont chargés, normalement, d'assurer ce contrôle. Or là, ils ont été débordés, en gros parce que la Turquie a un peu lâché les brides, elle-même submergée, et puis par les migrants qui s'embarquent sur des bateaux pour traverser la Méditerranée. Donc c'est pas un échec. Schengen a été constitué à une époque où il n'y avait pas ce type de phénomène, mais les traités européens et Schengen prévoient la possibilité de rétablir les contrôles pour les personnes extérieures à l'Union européenne. C'est ce qui est en train d'être fait. Il faudra vraisemblablement revenir sur les accords de Dublin. On ne peut pas confier à la seule Grèce ou à la seule Hongrie le contrôle des frontières extérieures. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une pression des peuples européens? On voit d'ailleurs un sondage en France qui est publié ce soir qui montre que 80% des Français veulent le rétablissement des contrôles aux frontières. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un mouvement inverse qui fait pression sur les gouvernements aujourd'hui? Oui, bien sûr, évidemment, surtout qu'on a, vous le savez, un phénomène populiste en Europe et spécialement en France. Et donc, évidemment, la classe politique est prise de court, elle est sous la pression d'une opinion publique attisée par des populistes qui, eux, ne s'embarrassent pas des contraintes d'exercice du pouvoir. Et donc, on voit bien une opinion en train de basculer. J'espère que ce n'est pas durable et que la raison va l'emporter. Encore faut-il trouver des solutions concrètes. Et là, les gouvernements européens ne sont pas raisonnables parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de la situation. Merci Jean-Dominique Giuliani pour cet éclairage en direct. Je rappelle que vous présidez la fondation Robert Schuman. On écoute d'ailleurs ce qu'a dit Manuel Valls, le Premier ministre français. C'était cet après-midi à l'Assemblée à propos de ces contrôles aux frontières. Nous avons déjà rétabli ce printemps des contrôles temporaires à cette frontière. Et nous n'hésiterons pas à le faire de nouveau, comme les règles de Schengen le permettent à chaque fois que les circonstances l'imposent, si c'est nécessaire, dans les prochains jours.
La France qui se voit de nouveau dans l'œil du cyclone économique. En tout cas, l'OCDE qui revoit les prévisions de croissance pour ce pays au moment où l'Amérique annonce un taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas depuis 7 ans. Bonsoir Steve Oana, professeur de finance à l'ESCP Europe. Alors, pourquoi est-ce que l'OCDE se montre plus pessimiste que le gouvernement français pour les 2 ans à venir? Alors, l'OCDE est pessimiste pas seulement pour la France. En fait, ils insistent bien dans leur rapport sur le fait qu'ils révisent à la baisse globalement les prévisions mondiales de croissance en disant que la source de cette révision à la baisse, c'est les pays émergents. C'est là qu'il y a un problème bien identifié. Et il y a une inquiétude particulière sur toute l'Europe, dont la France est un cas particulier, mais ils ne mettent pas spécialement en exergue dans leur rapport le cas français. Mais pourquoi c'est un cas particulier, la France, aujourd'hui ? C'est un cas particulier. En fait, il y a une illusion d'optique sur la France. On a l'impression qu'elle croît moins que l'Espagne et que d'autres pays qui semblent s'en sortir. En réalité, elle croît moins tout simplement parce qu'il y a un effet ressort. Quand une économie a énormément décru, comme c'est le cas de l'Espagne, et qu'elle tourne vraiment en dessous de son régime normal, après, ses perspectives de croissance sont logiquement supérieures. Donc, il y a un rattrapage qui se fait en ce moment de l'Espagne vers la France, qui nous fait penser qu'il y aurait un miracle économique espagnol et que nous, on serait englués, etc. En fait, c'est juste un rattrapage normal de l'Espagne vers la France. La France a plutôt mieux résisté que les économies du Sud depuis 2008. Ce qui est sûr, c'est que l'écart avec l'Allemagne se creuse. Mais pas seulement l'Allemagne et la France, c'est l'Allemagne versus tout le reste de la zone euro. Et ça, bon, il y a plein de raisons. C'est qu'en fait, il y a eu un choc qui a frappé les pays du Sud de la zone euro et l'Allemagne a été structurellement mieux positionnée que les autres pays pour y faire face, parce que tous les pays de la zone euro qui ont été frappés par ce choc ont dû restreindre les dépenses publiques, avoir des politiques récessives, alors que l'Allemagne, elle, justement, qui n'était pas frappée par le choc, n'a pas eu à faire ces politiques récessives. Donc, en fait, c'est un peu... elle a eu tous les vents en sa faveur, tandis que les autres pays ont eu tous les vents en leur défaveur. Donc ça explique cette divergence qui s'est accentuée au sein de la zone euro. Merci Steve Oana, professeur donc de finance à l'ESCP Europe. Dans un instant, le dossier syrien avec la Russie qui devient un acteur désormais incontournable sur le terrain également. On en parle dans un instant, à tout de suite. Calme relatif revenu sur l'esplanade du Mont du Temple à Jérusalem après les violences de ces derniers jours. Netanyahou annonce une guerre contre les lanceurs de pierres après la mort d'un Israélien à Jérusalem avant-hier soir. Des incidents ce soir assez sérieux à la frontière entre la Serbie et la Hongrie. La Hongrie qui a barricadé sa frontière et ne laisse plus passer de migrants. Ces derniers ont essayé de passer en force un point de contrôle. Au moins 20 policiers hongrois blessés. La France va entamer ses frappes en Syrie contre l'EI dans les semaines qui viennent. Netanyahou, lui, va partir à Moscou lundi prochain discuter avec Poutine de la présence militaire russe en Syrie. Et c'est de cela dont on parle tout de suite. Donc, cette visite éclair que va effectuer Benyamin Netanyahou à Moscou pour un entretien avec Vladimir Poutine, évoquer avec lui le déploiement de forces russes supplémentaires en Syrie. C'est un nouvel élément qui vient compliquer un peu plus la situation dans ce pays en guerre depuis maintenant plus de 4 ans. La France, elle aussi, compte entamer dans les jours qui viennent ses premières frappes aériennes contre l'EI en Syrie. Maxime Pérez. C'est son ministre de la Défense, Kevin Andrews, qui l'a annoncé. L'Australie a mené il y a 2 jours sa toute première frappe en Syrie contre le groupe de l'État islamique. L'attaque menée par un avion F-18 de la Royal Australian Air Force aurait visé et détruit un blindé utilisé par les djihadistes comme véhicule de transport. Canberra devance donc la France qui pour l'instant limite son action en Syrie à des vols de reconnaissance. Mais Jean-Yves Le Drian laisse entendre que des bombardements aériens contre Daesh devraient intervenir dans les prochaines semaines.
Quand est-ce que vous allez commencer à frapper? Est-ce que c'est dans les prochains jours, les prochaines heures, les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, dès que nous aurons des cibles bien identifiées et qui nous permettront de mener les frappes qu'il convient de mener face à un ennemi qui est Daesh et qui nous menace. C'est aussi cette même menace que la Russie brandit pour justifier son soutien militaire à Assad. Et que dire de l'envoi de tanks T-90 dans la ville portuaire de Latakia, l'un des derniers fiefs défendables du régime, si Damas venait à tomber aux mains des rebelles. En plus de Latakia, des forces russes auraient été vues ces dernières heures dans la province de Hama, autre secteur clé de Syrie, même si certaines sources indiquent qu'il s'agit de convois d'aide humanitaire. Le renforcement de la présence militaire russe en Syrie inquiète les pays de la région, mais aussi et surtout les États-Unis, qui dirigent la coalition internationale contre l'État islamique. Rien n'a changé sur le fait que nous ne souhaitons voir aucun soutien apporté au régime d'Assad. Le régime d'Assad ne peut avoir de rôle dans la stabilisation de la Syrie. Même quand il est question de combattre l'État islamique, il y a déjà une coalition de 62 pays qui combat l'État islamique. Nous accueillons toute action constructive de la Russie dans ses efforts, mais cela ne peut pas être conditionné à un soutien militaire à Assad. Israël s'inquiète également des intentions russes en Syrie et redoute que les armes sophistiquées livrées récemment à l'armée d'Assad ne finissent par atterrir entre les mains du Hezbollah ou d'une autre organisation terroriste. C'est ce message qu'ira transmettre à Moscou Benyamin Netanyahou lundi prochain. Il doit y rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Alors, il y a un vrai, évidemment, questionnement autour de cette présence militaire russe. On va en parler tout de suite. Sachez juste que John Kerry aux États-Unis vient de déclarer que les Russes souhaitaient organiser une sorte de sommet militaire sur la Syrie avec les Américains. Voilà donc qui vient conforter tout ce qui est en train de se passer. Maxime Pérez, bonsoir. Bonsoir à vous. Jacques Neria, vous êtes expert pour le Moyen-Orient. Alors, Maxime, pour qu'on repositionne un petit peu tout ce que l'on a comme élément là ce soir. D'abord, Israël s'inquiète vraiment de cette présence russe ou est-ce qu'il y a des garanties qui sont données par Moscou à votre avis? On le saura bien assez vite puisque Benyamin Netanyahou est attendu dans la capitale russe lundi pour une visite éclair de 24 heures où il doit rencontrer Poutine. On ne peut pas dire que les Israéliens ont toujours été très influents auprès des Russes, très convaincants même. Ce n'a pas été le cas sur le dossier du nucléaire iranien et on peut penser que sur la Syrie, Moscou restera intransigeant. La Syrie, en tout cas le régime d'Assad, est un partenaire stratégique, partenaire aussi autant sur le plan militaire que commercial. Et on voit mal comment Benyamin Netanyahou pourra convaincre les Russes de faire machine arrière, de renoncer à des contrats d'armement extrêmement juteux et à même renforcer leur présence militaire dans un secteur stratégique aux portes du Moyen-Orient, puisque leur base militaire de Tartous est la seule qu'ils ont aujourd'hui dans la région. Jacques Neria, comment vous voyez ce qui est en train de se passer là? C'est le signe quoi, que les Russes veulent à tout prix empêcher Assad de tomber? Je dirais une allégorie, ce serait plutôt la Stalingrad des Russes aujourd'hui, c'est le régime Assad. Donc le régime Assad est compris par les Russes comme le régime qu'il faut soutenir. C'est un régime qui combat l'islamisme, l'intégrisme islamique. Donc, et la perte de ce régime ou la chute de ce régime-là pourrait entraîner une chaîne qui se répercuterait jusqu'en Russie. Donc il faut combattre. La preuve, c'est dans ces armées qui combattent ces milices qui combattent Assad. On trouve là-bas des Tchétchènes, on trouve là-bas des Ouzbeks, on trouve là-bas des Tadjiks, on trouve un peu partout, je dirais, toute l'ex-URSS se trouve engagée profondément. C'est le réservoir humain de Daesh aujourd'hui, c'est là-bas, donc c'est tout près de la Russie et il ne faut pas que ça continue. Donc la Russie a un intérêt stratégique de combattre l'islam intégriste. Elle le fait déjà depuis des décennies, je dirais même depuis des siècles. Donc la Russie blanche se bat contre l'islamisme, l'intégrisme. Et cela, naturellement, il faut se rappeler que les Russes ont été contournés en Libye par les Américains et les Européens et ils ne sont pas prêts à lâcher de nouveau comme ils l'ont fait en Libye. La preuve, la désintégration de la Libye. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est non seulement, je dirais,
donner un soutien inconditionnel à Assad, mais surtout à renforcer la présence militaire stratégique de la Russie au Moyen-Orient et en Méditerranée. C'est Latakia, mais c'est aussi Tartous. Rappelons-nous que Tartous, ça fait déjà près de 50 ans que les Russes sont là-bas, donc il n'y a rien de nouveau. Ce qu'il y a, c'est tout simplement un renforcement du dispositif qui inquiéterait Israël au cas où les Russes introduiraient des défenses antiaériennes, comme par exemple les missiles S-300 qui ont été vendus, pour l'instant pas encore livrés à l'Iran. Et là, je dirais, les discussions de Netanyahou avec Poutine seront plus ou moins de limiter quelles sont les limites de l'action ou de la liberté de manœuvre israélienne en Syrie. Maxime Perez, est-ce qu'on a des informations qui remontent du terrain en Syrie ces derniers jours sur le fait que le régime d'Assad ait perdu encore du terrain, ce qui pourrait susciter cette inquiétude russe? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces dernières heures, il a de nouveau échoué à conquérir un important aéroport du nord du pays aux mains de l'État islamique de Daesh. On estime qu'aujourd'hui, ces pertes sont de l'ordre de 150 000 hommes en 4 ans sur les 300 000 troupes régulières que comptait l'armée d'Assad. Donc la moitié de l'armée décimée. La moitié de l'armée, beaucoup d'officiers, de généraux également qui ont déserté. Donc c'est une armée aujourd'hui qui est totalement prise en main par l'Iran. D'ailleurs, il faut noter qu'en parlant de la Russie, le général Soleimani, général des gardiens de la révolution, de la fameuse force Al-Quds également, s'est rendu à Moscou pour coordonner probablement l'action iranienne et russe sur le territoire syrien. Il est clair que ce sont ces deux pays aujourd'hui, les deux principaux alliés de la Syrie, qui mènent le commandement sur le terrain. Alors, il y a une information aussi qui pourrait prêter à sourire s'il ne s'agissait pas de ce drame syrien, c'est qu'il y a eu aux États-Unis, devant la commission militaire du Congrès, eh bien l'audition du général américain chargé de former cette fameuse coalition. Et là, on apprend avec stupeur qu'il n'y aurait que 4 ou 5 rebelles formés par les Américains qui se battraient actuellement en Syrie. Ça paraît complètement grotesque, ubuesque. C'est très grotesque. Je dirais, si ce n'était pas vrai, on pourrait raconter ça comme une anecdote et comme une belle blague. Effectivement, les Américains n'ont pas réussi. Ils ont tout essayé et c'est pour cela d'ailleurs que tout le monde les accuse d'avoir aidé Daesh au début, d'avoir aidé Jabhat el-Nusra. Donc ce sont soi-disant des factions qui sont contre le régime, qui ont reçu de l'aide américaine. Ils se sont retournés contre les Américains ou au contraire se sont fait abattre par Jabhat el-Nusra et par les autres. Ce qui fait que finalement aujourd'hui les effectifs américains concernant les forces qui pourraient, les contre-révolutionnaires contre le régime sont presque zéro. Et tout simplement, c'est un papier calque de ce qui se passe en Irak. Pendant des années, les Américains ont soutenu la nouvelle armée irakienne. Et l'armée irakienne ne sait pas se battre, ne veut pas se battre avec tous les équipements qu'ils ont. Tout simplement, les équipements sont prêts pour les livrer à Daesh ensuite. Alors, il y a un autre élément qui va devoir être pris en compte également dans les semaines qui viennent, a dit aujourd'hui le ministre de la Défense français, c'est donc l'entrée en action des avions français. Est-ce que ça peut changer quelque chose? On est en ligne avec l'amiral Alain Koldefy, qui est ancien inspecteur général des armées en France et directeur de recherche à l'IRIS. Bonsoir Alain Koldefy. Bonsoir. Est-ce que vous avez l'impression justement que l'aviation française peut peser dans cette bataille qui est menée depuis le ciel et dont on voit bien pour l'instant qu'elle n'a quasiment pas d'impact sur le I? Alors, allô? Oui, je vous entends, vous êtes en direct. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, pardon. Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la participation de l'aviation française au bombardement en Syrie, qui est un sujet qui militairement me paraît assez logique parce qu'il n'y a pas de frontière entre la Syrie et l'Irak, mais qui a une dimension politique importante, puisque jusque-là, nous n'étions intervenus en tant que Français qu'à la demande du gouvernement irakien. Bien sûr, il n'y avait aucune demande du côté de Assad. Et puis, il y a le côté, est-ce que ça peut peser? Est-ce que l'emploi de l'armée aérienne suffit à peser? Et à l'évidence, ça ne suffit pas. C'est intéressant parce que effectivement les frappes sont très ciblées à chaque fois, détruisent les objectifs, mais globalement ça n'arrêtera pas la progression de Daesh, c'est évident. Alors on s'est souvent demandé si justement frapper l'État islamique en Syrie allait favoriser finalement le maintien d'Assad au pouvoir. On voit bien que c'est un problème pour la France et pour d'autres pays d'ailleurs. Quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce qu'on va favoriser le maintien d'Assad en frappant l'État islamique en Syrie? À l'évidence, parce que comme on sera obligé de tenir compte de
de la position des Russes qui sont là, j'allais dire, un peu en arrière, mais présents et qui, globalement, quand même, protègent le régime de Assad. Globalement, le choix qui a été fait, c'est de continuer à frapper Daesh, alors qu'initialement, rappelez-vous, il y a 3 ans, l'idée de la France, mais les Américains n'ont pas suivi, les Anglais non plus, était de frapper Assad à un moment où il était en train de détruire sa population. Donc la donne a changé. Le paradoxe de l'intervention française, le paradoxe politique, c'est qu'on va contribuer sans doute à affermir la position de Assad, qui n'a absolument pas d'objectif politique initial. Est-ce qu'à votre avis, l'aviation française va s'en tenir à quoi? Des frappes ciblées? Il y aura un engagement mesuré des Français sur ce... L'engagement, il est toujours mesuré parce que les frappes sont toujours ciblées. On ne tire qu'à coup sûr sur des objectifs reconnus et authentifiés. Et la raison pour laquelle on commence par des vols de reconnaissance est que dans une coalition, il est capital que nous ayons un contrôle politique des frappes. On l'a vu, par exemple, au Kosovo. Les Américains, moi je commandais les forces franco-britanniques à l'époque, au Kosovo, les Américains voulaient nous entraîner sur des frappes et nous avions, par exemple, identifié que certaines frappes allaient détruire les centrales électriques. Or, au Kosovo, nous étions dans un combat contre Milosevic pour l'amener devant le tribunal international et non pas contre la population serbe. On n'allait pas détruire les centrales électriques au printemps pour les reconstruire à l'automne. Donc, cette capacité autonome d'appréciation fait que pendant quelques semaines, les vols vont être des vols de reconnaissance, alors soit par avion de combat ou autre, de façon à montrer à nos alliés que nous avions une capacité d'apprécier les cibles. Après, bien sûr, on rentre dans le grand système de ciblage de la coalition. Ça, c'est pas un problème. On sait faire, c'est notre habitude. On n'a pas de problème. Il faut leur montrer qu'on ne tirera pas sur la cible alpha sans l'avoir probablement contre-identifiée. Merci pour donc votre témoignage, Alain Coldefy, ancien inspecteur général des armées. Voilà qui va changer quelque chose ou pas, Maxime Pérez, cette entrée en action des avions français, à votre avis? Quand on voit l'ampleur des frappes, par exemple celle menée la nuit dernière par l'aviation australienne contre un transport de troupes de Daesh, on voit bien que ces opérations sont extrêmement limitées, certes ciblées, mais en tout cas pas d'ampleur digne, je dirais, de ce que fait par exemple la Turquie contre les Kurdes du PKK, avec des dizaines de frappes simultanées contre les régions qui sont sous leur contrôle. Et on voit aussi le retard peut-être des Occidentaux et en l'occurrence de l'armée française qui seulement aujourd'hui commence des vols de reconnaissance en Syrie, alors qu'on sait que Daesh et ce fameux califat de l'État islamique s'étend de la Syrie jusqu'en Irak. Donc ces opérations auraient peut-être dû être déclenchées dès lors que la France est intervenue sur le sol irakien, parce qu'il y a régulièrement évidemment des passages d'hommes et d'armes au sein de l'organisation de l'État islamique de la Syrie vers l'Irak et dans le sens inverse également. Donc ça veut dire qu'il est peut-être trop tard, Jacques Nerien, ce genre d'opération? Écoutez, 62 pays se sont alliés, une coalition énorme contre quoi? Contre l'État islamique qui a peut-être entre 20 000 et 30 000 de combattants. C'est tout simplement à faire rire. C'est tant que on fait une comparaison erronée avec le Kosovo, parce que le Kosovo ne pouvait pas, il y avait une interdiction de vol qui était tout à fait, je dirais, maîtrisée par les Américains. La 6e flotte entière était engagée dans la guerre contre les Serbes. Et ce n'était pas 20 frappes par jour, c'était des centaines de frappes par jour. C'était un effort militaire qui était concentré alors qu'il ne l'est pas. Et comme vous l'avez si bien dit, il y a un très grand paradoxe. En ciblant l'État islamique, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous êtes en train de fortifier, au contraire, de soutenir le régime Assad. Donc, et puis, à supposer que les Français, avec le Charles de Gaulle, parce qu'à part ça, les Français sont incapables je dirais, d'exporter une puissance de feu plus grande, à moins qu'ils n'envoient des escadrilles entières qui viendraient dans la région. Et qu'est-ce que vous allez vous buter contre les Russes, contre l'aviation syrienne qui est encore là, et qu'est-ce qui va se passer si, à Dieu ne plaise, un pilote français va tomber dans les mains de Daesh?
Eh ben voilà, un scénario qu'on n'envisage pas pour l'instant. En tout cas, ces frappes qui devraient commencer. Dernière minute, en tout cas, confirmation. Hein, ce soir, c'était annoncé depuis quelques jours, mais on a la date. La réconciliation entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou, ce sera le 9 novembre à la Maison-Blanche. Réception donc pour le Premier ministre israélien, sans doute pour parler aussi de ce qui se passe en Syrie. Mais voilà, ça fait peut-être plus d'un an qu'ils ne se sont pas vus. Oui, ils ne se sont pas vus et je pense que c'est tout simplement le bon moment pour discuter des compensations à donner à Israël. C'est des compensations dans les armes sophistiquées, ce sont les systèmes de missiles perfectionnés de 2e, 3e génération, donc les missiles, les antibalistiques, tout cela va être discuté et je pense que Netanyahou reviendra, comme disait à l'époque Golda, avec un portefeuille bien plein. Ah ben voilà, et peut-être le sourire et les retrouvailles, la poignée de main entre les deux hommes. Merci Maxime Pérez, merci Jacques Neria. Le Mexique a demandé une enquête approfondie à l'Égypte après la mort de 8 touristes mexicains pris pour cible par l'armée égyptienne. Ils effectuaient une randonnée dans le désert lorsqu'ils ont été confondus, semble-t-il, avec des djihadistes. Et l'Égypte promet toute la transparence. Cyril Amar. Hôpital Dar El Fouad, banlieue du Caire. Très tôt ce mercredi, la chef de la diplomatie mexicaine se rend au chevet des 6 ressortissants mexicains blessés dans une bavure de l'armée égyptienne. Claudia Ruiz Massieu veut rassurer sur leur état de santé. Je suis heureuse de vous annoncer que leur état est stable, évolue favorablement et qu'ils vont de mieux en mieux. Ils sont heureux de voir leurs proches et ils verront le reste de leur famille qui arrive ce soir au Caire. Nous allons rencontrer plus tard dans la journée le président égyptien avant de voir quelle est la prochaine étape pour rapatrier nos compatriotes vivants et ceux qui ont perdu la vie. Car depuis dimanche, le bilan s'est alourdi. Au total, 8 touristes mexicains ont perdu la vie après avoir été pris pour cible par erreur par les forces égyptiennes. Pensant viser des djihadistes, l'armée bombarde alors le convoi de touristes en plein désert occidental, à quelques 200 km au sud-ouest du Caire. Une région fortement déconseillée par plusieurs pays occidentaux, après l'assassinat d'un ressortissant américain en 2014 et la décapitation d'un citoyen croate en juillet dernier. Entre indignation et tristesse, Mexico exige des autorités égyptiennes la plus grande transparence dans les investigations. Notre pays est très préoccupé par cet événement sans précédent et nous attendons une enquête approfondie, exhaustive et transparente. Mandatée par le président Enrique Peña Nieto, la ministre mexicaine tentera d'élucider les circonstances du drame. Mais elle pourrait se heurter au silence radio des autorités égyptiennes car pour l'heure, le Caire se refuse toujours à communiquer la moindre information sur cette bavure. L'armée se contente de rejeter la responsabilité sur le tour opérateur égyptien ayant organisé l'excursion et qui aurait pénétré sans autorisation dans une zone militaire interdite. Une nouvelle attaque qui risque d'affaiblir un peu plus un secteur du tourisme en grande difficulté depuis la révolution de 2011. Au Liban, la crise des déchets, loin d'être résolue et la situation devient plus que critique autour de Beyrouth, notamment. Les ordures s'accumulent faute de solutions pour leur élimination. Cyril Amar. Beyrouth, tant chanté et aimé par Férouz, n'a pas vraiment fière allure. Transformée en dépotoir géant depuis le début de la crise des ordures il y a 2 mois, la capitale libanaise est encerclée par des montagnes de déchets. Ici, à Karantina, au nord de la ville, les sacs poubelles s'amoncellent et dégagent des odeurs pestilentielles. Pour ce chauffeur beyroutain, c'est devenu irrespirable. Nous passons ici 5 à 6 heures par jour parmi les odeurs et les insectes. La situation est devenue insupportable. Des Libanais à bloc, tout comme la décharge qui vient d'atteindre sa capacité maximum, 1 semaine seulement après sa réouverture sur ordre du gouvernement. La semaine dernière, une sortie de crise avait été annoncée par les autorités libanaises, mais le mouvement de protestation réclame une solution durable. Si les habitants du Akkar, de la Beka et Nahamé refusent la réouverture des déchetteries dans leur région, nous les soutiendrons. La classe politique doit proposer une autre solution puisque cette dernière a été refusée par les citoyens. Des citoyens de plus en plus déterminés à faire entendre leur voix pour dénoncer l'inertie des pouvoirs publics. Ce mercredi, des échauffourées ont encore éclaté entre la police et les manifestants.
Ce jeune Libanais, lui, a cessé de s'alimenter il y a plus de 10 jours, en signe de protestation. Nous sommes en grève car cette situation n'est plus supportable. Nous réclamons la démission du ministre de l'Environnement car nous souhaitons que les politiques payent le prix de leur corruption. La corruption est présente dans la crise des déchets et c'est cette crise qui nous a fait descendre dans la rue. Nous en avons assez. J'espère que les gens vont se réveiller et que nous pourrons enfin faire quelque chose pour ce pays. Un pays en pleine paralysie politique et toujours sans président, depuis plus de 470 jours. Beyrouth, ton chant plein de douceur s'étire à l'infini. Aux États-Unis, il y a cette histoire qui suscite une très vive émotion jusqu'à la Maison-Blanche. On va en parler avec notre correspondant David Benaïm. Bonsoir, vous êtes en direct. Alors, il s'agit d'un lycéen qui s'est retrouvé en garde à vue au Texas. Tout ça parce qu'il avait amené un simple réveil à l'école. Oui, c'est une histoire qui commence le plus banalement possible. Un collégien de 14 ans, féru de technologie, membre assidu du club de robotique de son école, décide de fabriquer à la maison une montre au réveil à partir d'éléments de base, un circuit électrique, quelques soudures et un cadran digital pour afficher l'heure et les minutes. Il intègre dans une petite trousse métallique pour ne pas l'abîmer. Lundi matin, il décide de l'emmener au collège et de montrer son invention à son prof de techno qui le félicite de son travail, mais lui conseille tout de même de la laisser dans son sac pour ne pas attirer l'attention. Une heure plus tard, par accident, l'alarme de son réveil sonne dans une autre classe et la prof qui découvre l'objet envoie le collégien chez le proviseur. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que le jeune en question s'appelle Ahmed Mohamed, il est musulman et les responsables du collège voient rouge. Malgré ses explications et après avoir insisté qu'il n'avait aucune intention terroriste, que sa montre était inoffensive, la police est intervenue, le jeune Ahmed est menotté, interpellé par 5 officiers et conduit au centre de détention juvénile d'Irvine au Texas où il est interrogé pendant plusieurs heures sans pouvoir prévenir ses parents. Aucune charge n'a été retenue contre lui, mais il a tout de même été exclu du collège pour 3 jours. Il a pu rentrer chez lui le soir même. Et le porte-parole de la police a précisé ce matin qu'il avait été arrêté pour fabrication d'une fausse bombe et réfute toute accusation qui impliquerait qu'Ahmed Mohamed ait été interpellé à cause de sa race ou de sa religion. Alors justement, un certain point de ce soir, l'islamophobie, parce que aux États-Unis, il y a peut-être une psychose depuis les fameux attentats du 11 septembre 2001. Vous l'avez dit, les stigmates du 11 septembre sont clairement toujours présents aux États-Unis. Qu'il s'agisse de la présence d'une femme voilée dans un avion ou de discrimination ou délit de couleur de la peau, l'Amérique a encore beaucoup de travail à faire sur ses préjugés et ses a priori. Mais l'histoire de ce jeune inventeur en herbe a ému une grande partie des Américains. Le hashtag I stand with Ahmed, l'équivalent de Je suis Ahmed, a envahi les médias sociaux avec déjà plus de 300 000 mentions sur Twitter. Le jeune collégien a reçu un tweet de soutien d'Hillary Clinton, une invitation par Google à visiter leur bureau en Californie. Et il devrait participer au talk show d'Hélène DeGeneres dans les prochains jours pour raconter son histoire. C'est donc un mal pour un bien, d'une victime devenue héros comme on sait le faire ici aux États-Unis avec une belle histoire à l'américaine. Voilà, merci David Benaïm. Et donc à l'instant, Barack Obama lui-même invite ce jeune lycéen texan de 14 ans à la Maison-Blanche, donc pour marquer lui aussi son soutien envers ce jeune lycéen. En Grande-Bretagne, premier face-à-face au Parlement entre le Premier ministre David Cameron et le tout nouveau chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, un homme réputé pour ses idées très à gauche, ce qui peut choquer au Royaume-Uni, et qui est déjà au centre d'une polémique à propos de l'hymne national. Joseph Emmanuel. Le premier face-à-face a eu lieu entre le Premier ministre britannique et le nouveau leader du Parti travailliste. Jeremy Corbyn et David Cameron se connaissent bien, mais ils ne s'étaient jamais affrontés lors de la traditionnelle séance de questions au Premier ministre. L'occasion pour les députés de scruter le comportement du vétéran radical, car l'exercice vire régulièrement au pugilat dans une ambiance survoltée. Mais ce mercredi, les attaques tant attendues ont laissé place aux remerciements. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris part à un exercice démocratique d'ampleur dans ce pays et qui s'est conclu par mon élection à la tête du Parti travailliste en tant que chef de l'opposition. Je pense que nous pouvons être très fiers du nombre de personnes qui se sont engagées et ont pris part à tous ces débats. Des débats depuis longtemps maîtrisés par le Premier ministre, et même s'il n'est pas encore rompu à l'exercice, Jeremy Corbyn a passé l'épreuve. Il annonce même vouloir imposer un style différent, avec moins de théâtre et plus de faits, nous dit-il. À terme, le chef du Labour pourrait même confier une partie des 6 questions qui lui sont réservées en ouverture de séance à d'autres députés de son parti,
Pour faire, nous dit-il, écouter toutes les voix. Ce serait alors une première depuis l'instauration du format actuel en 1997. La presse conservatrice n'a pas perdu une minute. Elle l'accuse déjà de fuir le débat. Elle l'accuse également de ne pas avoir chanté l'hymne national God Save the Queen mardi, lors d'une commémoration pour les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Mais Jeremy Corbyn a l'habitude des attaques. Il a été élu à la direction du Parti travailliste à la surprise générale, dans une campagne compliquée et sur une promesse simple, mettre en place une politique anti-austérité pour enterrer définitivement l'ère Tony Blair. Reste maintenant à faire entendre sa voix au sein d'une chambre bruyante, dans laquelle, même si tous s'écoutent, un homme seul décide, le Premier ministre britannique. Il était inséparable de sa guitare. Guy Béard est décédé ce matin à l'âge de 85 ans. Il s'est effondré en pleine rue, victime d'un malaise cardiaque à Garches, dans les Hauts-de-Seine. Cascade d'hommages pour saluer cet artiste qui aura marqué la chanson française. Dans un instant, nouveau journal complet avec Alice de Comarmont. On va se retrouver, nous, dans une dizaine de minutes pour évoquer l'interdiction probable des cabines UV, des cabines solaires en France, et puis les fonds marins sans animaux. C'est peut-être pour demain. La suite du Grand Direct et le Sénat en France qui a voté la nuit dernière l'interdiction des cabines de bronzage qui permettent aux citadins en mal de soleil d'avoir bonne mine toute l'année. Alors bien sûr, il y a un vote très politique puisque cela a été fait contre l'avis du gouvernement, mais il y a aussi une vraie question de santé publique car ces cabines et les rayons ultraviolets qu'elles dispensent sont soupçonnés de favoriser les cancers de la peau, également appelés mélanome. On va en parler dans un instant, mais tout de suite le résumé de cette polémique qui n'est pas nouvelle mais qui ne cesse d'enfler. Vous avez la fiche technique de la machine, précisant de quelle marque elle est, de combien de tubes, quelle puissance. Toujours vous avez, attention, rayonnement ultraviolet. Yann Kolebka est un gérant de cabine de bronzage serein. Certificat au mur, avertissement, suivi personnalisé des clients, autant d'éléments qui garantissent selon lui la sécurité. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré cancérogènes les rayons ultraviolets de ces machines. Un avertissement pour les pays aux législations laxistes, répondent les professionnels français. L'OMS est responsable à un titre mondial et il faut savoir que les législations sont très diverses dans les différents pays. En France, nous avons la chance depuis 1997, dans un souci de protection du consommateur, d'avoir un décret qui régit notre activité et qui est très strict. En France, le recours aux UV est interdit aux mineurs et le port des lunettes obligatoire. Contrairement à certains de nos voisins européens, il n'y a pas non plus de cabine en libre service. Seuls des professionnels habilités peuvent exploiter ces machines. Pourtant, 2 clics sur Internet permettent de trouver des solariums en vente libre. Les associations de dermatologues ont salué l'annonce de l'OMS. Pas d'interdiction, mais un maximum conseillé de 10 séances par an, estime-t-elle. Les clients savent très bien qu'il n'est pas anodin de faire des UV, qu'il faut en faire attention. Donc nous, on a toujours tenu le même discours, pas d'abus, comme tout. Comme par exemple l'exposition au soleil, dont l'OMS a aussi déclaré cancérogènes les rayons ultraviolets. Alors, on va justement en parler avec notre invitée Béatrice Lobby. Bonsoir. Vous êtes chercheuse au CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, basé à Lyon. D'abord, c'est votre rapport qui, semble-t-il, a servi de base au Sénat pour voter cette interdiction. Il y a une base aujourd'hui scientifique qui établit que ces cabines sont bien soupçonnées de favoriser les cancers de la peau ? Absolument. De fait, l'évaluation du CIRC, donc du Centre international de recherche sur le cancer, dans lequel je travaille, date de 2009. Et lors de cette évaluation, le groupe de travail a établi que les cabines de bronzage étaient cancérogènes avérées et donc les a classées en groupe 1 dans la classification du CIRC. Alors on a l'impression on a l'impression jusqu'à présent qu'on s'en remet finalement à la bonne conscience du consommateur, c'est-à-dire d'en faire un usage modéré. Mais c'est extrêmement dangereux, selon vous, de se baser justement sur cette, finalement ce self-control ?
Je ne peux pas juger de la façon dont les utilisateurs suivent les prescriptions, les recommandations et la façon dont les exploitants demandent à ce qu'elles soient appliquées. Tout ce que je peux dire en tant que chercheur, c'est que les études d'épidémiologie sont claires. 2 grandes méta-analyses ont été conduites, c'est-à-dire des études qui regroupent toutes les études qui ont été faites et qui démontrent qu'il y a une augmentation du risque de mélanome lorsqu'il y a exposition dans les cabines solaires et plus spécifiquement chez les personnes qui s'exposent avant l'âge de 30 ans. Donc une augmentation de 75% du risque chez ces personnes-là. Alors ce qui fait que pour l'instant cette interdiction est en suspens, c'est qu'il va y avoir un vote à l'Assemblée nationale, donc il y a un choix très politique. Comment vous expliquez justement que le gouvernement ne décrète pas là qu'il s'agit d'une question de santé publique et que finalement ce ne soit pas interdit purement et simplement? On n'est pas sûr que ce soit mis en place. Alors, moi, je ne peux évidemment pas commenter sur une décision nationale qui, de surcroît, n'a pas encore été prise. Cependant, en tant que chercheuse, ce que je peux dire, c'est qu'il est établi, sur la base de nombreuses données scientifiques, que les rayons UV peuvent être nocifs pour la santé et que le fait de s'y exposer augmente le risque de mélanome. Est-ce que vous diriez que c'est plus dangereux de s'exposer dans ces cabines-là que de s'exposer au soleil, on va dire, naturel? Alors, il n'y a pas de différence physique, on va dire, entre les ondes qui sont émises par le soleil et celles qui sont émises par les cabines. Ce sont les mêmes types de rayonnement. On peut dire scientifiquement un photon est un photon. Cependant, l'intensité de l'émission peut varier. Par exemple, les bancs solaires modernes, aujourd'hui, ont une émission d'UV qui ont un index de 12, c'est-à-dire qui est équivalent au soleil tropical à midi. C'est quand même une exposition qui est très forte. En tant que scientifique, est-ce que vous préconiseriez, vous, aujourd'hui, l'interdiction pure et simple de ces cabines de bronzage? Il n'est pas de mon ressort de donner des recommandations au ministère de la Santé. Ce que je peux dire en tant que scientifique, c'est que les risques sont établis et donc il est, par principe de précaution, il est nécessaire de protéger la population à des expositions dont on sait qu'elles peuvent induire un cancer. À New York, l'Assemblée générale des Nations Unies vient de s'ouvrir. Cette année, elle est placée sous le thème de la protection de l'environnement, à quelques semaines évidemment du sommet important qui doit se tenir à Paris. Reportage à New York, Daniel Zeri. Une assemblée générale placée sous le signe du développement durable. Ce sera en effet l'une des priorités de la 70e Assemblée générale de l'ONU qui a officiellement été inaugurée ce mardi à New York. Et à sa tête cette année, le politicien danois Mogens Lykketoft. Élu au poste en juin dernier, il a une vaste expérience politique en tant que ministre des Finances, président du Parlement et même ministre des Affaires étrangères dans son pays. La cérémonie d'ouverture a commencé par une minute de silence, puis le discours. J'ai le grand honneur d'ouvrir cette 70e session de l'Assemblée générale, une session que j'espère véritablement historique. Une session non seulement émaillée de grandes percées, mais également marquée par des actions concrètes, très attendues par les peuples, aussi pour la planète. Des actions qui commenceront par l'adoption du programme de développement durable pour 2030, qui aura lieu lors d'un sommet réunissant les chefs d'État du 25 au 27 septembre prochain. Au cœur de ce programme, 17 objectifs. Parmi eux, éliminer la pauvreté dans le monde, promouvoir l'égalité des sexes ou encore combattre le changement climatique. Un projet ambitieux qui devrait être atteint d'ici les 15 prochaines années. Mais s'engager à promouvoir le développement durable n'est que la première mission de cette Assemblée générale. Le conflit syrien qui ravage le Moyen-Orient et la crise des réfugiés arrivant en Europe seront des priorités principales. La grande crise des réfugiés, qui fait les grands titres, surtout en Europe, révèle que l'ONU n'a pas été capable jusqu'à ce jour
d'arrêter les guerres et les conflits qui sont à l'origine de cette catastrophe humanitaire. Au cours des 2 prochaines semaines, le programme sera déjà très chargé. Le pape François devrait s'exprimer sur le podium de l'ONU le 25 septembre. Il sera suivi de quelques 200 dirigeants politiques qui donneront des discours lors du débat général de l'Assemblée qui se tiendra du 28 septembre au 3 octobre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi que le président iranien Hassan Rouhani donneront des discours lors de ce débat. Un débat qui, certains le disent, pourrait bien s'avérer le plus grand rassemblement de chefs d'État au monde. Et je vous rappelle, l'une des informations de cette soirée, Barack Obama recevra à la Maison-Blanche Benjamin Netanyahou le 9 novembre prochain. Cela fait plus d'1 an que les 2 hommes ne se sont pas parlé, avec un net refroidissement évidemment de leur relation. En visite à Paris, le président du Nigeria propose un échange de prisonniers aux islamistes de Boko Haram. Libérer certains d'entre eux contre la libération des lycéennes enlevées à Chibok et qui avait suscité une mobilisation dans le monde entier. Julia Ganancia. C'était il y a près de 18 mois. Dans la nuit du 14 au 15 avril 2014, plus de 200 lycéennes sont enlevées par les hommes de Boko Haram. Depuis, les autorités nigérianes et la communauté internationale se sont mobilisées, sans résultat ou presque. Dernière initiative en date, celle du président du Nigeria. Il se dit prêt à amnistier des islamistes emprisonnés en échange de la libération des jeunes filles. Si les responsables de Boko Haram acceptent de nous rendre les filles de Chibok, toutes les filles, nous pourrons décider d'accorder l'amnistie. Boko Haram avait fait irruption dans ce lycée de Chibok dans l'état de Borno, berceau de leur mouvement, pour y enlever 276 adolescentes. Elles se préparaient à passer leur examen. 57 ont réussi à s'échapper, mais le sort des 219 autres reste incertain. Nous essayons de voir avec les quelques prisonniers que nous détenons si nous pouvons négocier avec eux la libération des filles de Chibok. Mais nous sommes très prudents, à moins d'être sûrs qu'elles sont en relativement bonne santé, nous n'allons pas libérer facilement ceux que nous détenons. Un mois après l'enlèvement, une vidéo en montrait plusieurs dizaines, vêtues de noir et récitant le Coran avec résignation. Le leader de Boko Haram s'enflammait alors pour annoncer qu'elles avaient été converties à l'islam et mariées à des militants du mouvement islamiste. Selon des défenseurs des droits de l'homme, elles sont en fait soumises au groupe et parfois vendues en esclavage à des militants, voire utilisées comme bombes humaines dans des attentats. Un rapport alarmant du WWF, le Fonds pour la vie sauvage, publié aujourd'hui, eh bien, il constate qu'en 40 ans, 50% de la faune sous-marine a disparu dans le monde. 2 fois moins d'espèces au fond des océans. Il faut évidemment tirer la sonnette d'alarme. C'est ce que fait donc le WWF. Pierre Ettray, porte-parole, est en ligne avec nous depuis la Suisse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à qui la faute? C'est l'homme qui est évidemment derrière ce constat terrible que vous faites? Oui, c'est effectivement nous tous, en fait, qui sommes responsables de cette situation, parce qu'en l'espace d'une 40aine d'années, on est en train de vider les océans. Et à cause de quoi alors? C'est la pollution ou bien la surexploitation justement des fonds marins, la pêche, la surpêche? Oui, il y a plusieurs phénomènes. En fait, il y a, comme vous le dites, la surpêche qui joue un rôle très important. Il y a aussi tout ce qui est pêche illégale qu'on devrait contrôler davantage. Il y a encore toujours de nombreux États qui subventionnent de façon beaucoup trop importante leur industrie de la pêche. Et puis à cela s'ajoute encore finalement les changements climatiques. On sait que les océans absorbent beaucoup de CO2, mais le corollaire de ça, c'est qu'ils deviennent de plus en plus acides. Et aussi que la température des océans est en train d'augmenter, ce qui fait qu'on estime en fait qu'il y a des espèces qui vont aussi disparaître à cause de cette augmentation rapide des températures. Pierre Ettray, est-ce qu'il y a des zones dans le monde où cela est particulièrement spectaculaire? Est-ce qu'il y a des endroits où ça a été particulièrement frappant? Alors disons qu'on a retenu par exemple toute la zone de l'Atlantique Nord, où là on voit effectivement qu'il y a de très très nombreuses espèces qui sont tellement surpêchées
qu'on est en train de les conduire au bord de l'extinction parce que finalement, on ne laisse pas du tout le temps aux poissons de se reproduire. On les pêche sans se rendre compte justement qu'on va arriver à un stade où ces espèces ne pourront plus du tout se reproduire, ne pourront plus se renouveler, et comment en plus en parallèle on détruit aussi beaucoup d'habitats, notamment à cause avec la pollution. On accroît encore la pression qui s'exerce sur ces espèces. Si on regarde le chiffre, hein, c'est évidemment effrayant, hein, 50% en 40 ans, ça veut dire quoi? Dans 40 ans, il pourrait ne plus rien avoir dans les océans? Si on continue au rythme actuel, oui, il faudra probablement même pas attendre aussi longtemps. Ce qu'il faudrait aussi quand même signaler, parce que peut-être que c'est encore pas assez clair, mais c'est qu'à l'heure actuelle, le poisson constitue la principale source de protéines d'environ 3 milliards de personnes sur la planète. Donc ça veut dire que si on n'arrive plus en fait à se procurer ces protéines, on va encore accroître les problèmes de malnutrition et on va évidemment accroître aussi les soucis économiques de très nombreux pêcheurs de par le monde. Eh ben voilà, donc c'est ce que fait votre rapport. Il tire la sonnette d'alarme, il attire l'attention donc sur ce phénomène plus qu'inquiétant. 50% de la faune sous-marine qui a disparu au cours des 40 dernières années. Merci Pierre Hettray. Je rappelle que vous êtes porte-parole du WWF, le Fonds mondial pour la vie sauvage. Contraste météo justement saisissant, ça se passe aux États-Unis, en Californie, des feux de forêt dévastateurs dans le nord de cet État. Il y a déjà eu un mort, des milliers d'hectares brûlés, des dizaines d'habitations détruites et l'état d'urgence qui est encore maintenu ce soir. Et puis dans l'Utah, c'est à quelques centaines de kilomètres seulement de la Californie, et bien là, des inondations meurtrières avec des crues subites qui ont emporté hier soir une quinzaine de personnes, dont 6 enfants qui se trouvaient à bord de 2 voitures. 15 morts donc, bilan terrible de ces inondations dans l'état de l'Utah, la patrie des Mormons. Voilà donc pour ce contraste météo. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec un nouveau journal complet. Ce sera avec Alice de Comarmont et nous on se retrouvera demain. Bonne soirée à tous.